Il y a bien longtemps, se trouvait une île volcanique cachée aux confins des océans. Une reine d'une grande beauté y exerçait un pouvoir sans limite. Des monstres sortis de la nuit des temps protégeaient son trésor. Elle tirait sa puissance des entrailles de la terre. D'où ses sujets sortaient de précieuses pierres multicolores. Fabriquées dans les flammes de l'enfer, elles étaient d'un éclat et d'une dureté inégalables. Ces gemmes étaient des diamants de couleur, et l'île, Bornéo. Cyril Motte est issu d'une génération de joailliers représentant une nouvelle tendance. Il a choisi la ville de Dubaï, dans les Émirats arabes unis, pour révéler ses créations. Ma joaillerie, c'est avant tout des couleurs, une humeur, un son, une odeur. Et de là, je pars et je dessine. Donc j'ai des parures que j'appelle Bali, Zen, Samouraï, Flamingo. Donc ça couvre un scope assez large, mais c'est vraiment le fruit d'une émotion passagère. Donc je suis très fidèle à mes dessins. Nos dessins, on les travaille énormément. Et après commence la quête des pierres. Alors ça, c'est quelque chose qui est mené par l'atelier à Paris. Souvent, je pars dans des formes, des volumes, des tailles qui sont pratiquement impossibles à trouver. Et je suis dans des couleurs, en particulier pour les diamants, qu'il est très difficile de trouver. Je ne me contente pas de faire que des bijoux. J'essaie d'appliquer tout ça à d'autres supports. Je suis en train de développer aussi un projet qui me tient beaucoup à cœur, avec une autre technique de développement qui est ce qu'on appelle le stick setting, c'est-à-dire le serti-collé, non pas le serti à grain traditionnel. Et je retravaille tous les éléments qu'on appelle les fitting parts d'une Aston Martin. Donc, je suis en pleine étude de développement. On a démonté toute une Aston Martin, une Divina Involent. Enfin, c'est quelque chose d'absolument considérable. Ça fait 6 mois qu'on travaille dessus. À ce titre, j'ai décidé de la faire en diamant brun. Donc là, il faut trouver probablement entre 40 et 50 000 pierres dont on va sélectionner entre 6 et 7 000 pierres qui doivent toutes avoir la même culasse. Une variante de couleur qu'on a précisée en fonction de la couleur du bambou, des plaquages de cette voiture. Et là, on est en train de se tourner. On pense qu'on devrait trouver ces pierres à Bornéo. Bornéo, avec ses jungles épaisses, ses marécages, ses chasseurs de tête et ses fleuves géants, a fait rêver plus d'un aventurier. Le sud fait partie de l'archipel d'Indonésie, qui est formé de 17 000 îles et d'une diversité ethnique incomparable. C'est sur ce sol volcanique qu'il y a plus d'1 million d'années, notre lointain ancêtre, l'homme de Java, a fait ses premiers pas. La partie indonésienne de Bornéo se nomme le Kalimantan. Elle possède de nombreuses richesses. Les Dayaks, jadis redoutables chasseurs, christianisés au XVIe siècle, y sont encore fortement implantés malgré une politique de repeuplement organisée par le pouvoir central indonésien de Jakarta. Cette contrée est une immense réserve de pétrole, de gaz naturel, de bois et d'un minéral extrêmement rare et précieux. Le diamant.
Peu connue, même des spécialistes, la région sud de Bornéo produit d'extraordinaires diamants de couleur depuis des siècles. Les grands voyageurs, Marco Polo et Tavernier, l'avaient déjà mentionné dans leurs ouvrages. Bonjour, bienvenue à Pontianak. Maintenant, nous allons vous emmener dans le district du Landak, où se trouvent les mines de diamants. Allons-y. Dans la partie sud-ouest du Kalimantan, la région de Pontianak, et plus particulièrement les abords de la rivière Landak, sont riches en diamants de couleur. C'est dans la ville de Naban que se concentre le commerce des diamants de cette région du monde. C'est le marché traditionnel du diamant à Naban. Il y a toutes sortes de diamants dans les boutiques. Vous pouvez trouver des diamants de couleur et des blancs. La plupart des vendeurs sont des mineurs qui cherchent les diamants. Et les gens utilisent les diamants pour la beauté ou pour... Oui, les diamants sont utilisés pour faire des bijoux, mais aussi pour le soussouk. Qu'est-ce que c'est que le soussouk? Certaines personnes croient que le soussouk peut vous rendre plus beau et plus fort. Ils croient qu'il y a un effet par balle et que les balles ne peuvent pas rentrer dans le corps. L'ancestrale tradition du soussouk, pratiquée par certains imams, consiste à implanter des diamants sous la peau. Il existe plusieurs sortes de culture du soussouk en Indonésie. Dans le Kalimantan, surtout dans les environs de Banjarmasin, au sein de l'ethnie Banjar ou dans la partie sud du Kalimantan, mais aussi au nord de Sumatra et à Java. Il se trouve que la culture du soussouk est très populaire à Java, car son usage a débuté au sein de la noblesse et dans les palais. On utilise le soussouk pour accroître la beauté intérieure. Communément, les femmes utilisent des produits de beauté et des bijoux. Mais la culture indonésienne considère que quelque chose qui existe au fond de chaque personne peut être éveillé par l'usage du soussouk. Ce soussouk a pour caractéristique d'amplifier ce qui est à l'intérieur de nous, tel que la beauté. Et chaque région possède sa technique, conformément à son histoire. Dans le Kalimantan, à l'origine, les soussouk étaient pratiqués avec des diamants bruts et étaient placés sur les poutres de la maison ou sur le toit, avec pour but premier de la protéger, qu'elle soit résistante et qu'elle fasse la fierté de ses propriétaires. Pour l'occupant, le soussouk rend l'atmosphère calme, harmonieuse, d'où émane un sentiment de paix et de sérénité. La croyance populaire dit que le soussouk possède également un aspect spirituel, voire magique. On croit qu'il repousse les actions néfastes, comme les mauvais sorts. On va aller voir les diamants. Vous voyez, il y a beaucoup de vendeurs devant les boutiques. Vous pouvez acheter des diamants ici. Le système est je paie et j'emmène. C'est environ 1500 €. Mais ici, vous pouvez marchander. Combien de carats celle-ci? C'est plus de 2 carats. C'est un diamant coloré. De quelle couleur? C'est jaune, jaune intense. Ils ont d'autres diamants de couleur? Oui, mais aujourd'hui, ils ne les ont pas apportés. Ah oui. Oui, il faut prendre un rendez-vous, dire quel jour vous reviendrez. Ils n'ont pas de bleu ou autre? Oui, rouge, bleu, vert, jaune, marron.
et aussi de couleur blanche. Non, c'est un courtier. Il achète les cailloux aux mineurs et les vend ici au marché. Ce sont ces pierres? Ce sont tes pierres? Oui. Oui, ce sont ces pierres. Y a-t-il des diamants de meilleure couleur, comme des bleus et des verts? Est-ce que tu as des diamants de meilleure couleur, des roses par exemple? Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'en a pas. Mais de temps en temps, il en a des rouges, bleus et roses. Quelle est la couleur la plus difficile à trouver? La couleur la plus difficile à trouver est le bleu à Naban. Il trouve souvent le diamant rose et rouge. À une demi-journée de piste se trouve la rivière Landak. En dayak, ce nom signifie rivière des diamants. De petits villages se concentrent près du fleuve. Ce sont les seules voies de communication permettant de pénétrer une épaisse et humide jungle ou à l'inverse d'aller vers la civilisation. C'est un véritable moyen de survie pour les habitants de cette contrée. Les gens qui habitent dans cette jungle sont principalement de la tribu des Dayaks et des Malais. La tribu Dayak possède leurs propres terres séparées des terres malais. Certains hommes des tribus Dayak et Malais travaillent dans les mines de diamants. Cette jungle se trouve dans le district du Landak et ce district est connu pour ses diamants de couleur. Les tribus Dayak qui peuplent la forêt habitent dans des maisons en bois. Ils ont leur salle de bain et leurs toilettes le long de la rivière. Ils croient que la forêt est leur ancêtre. La forêt est très importante pour eux. Ils ne peuvent pas vivre sans la forêt. Ils la protègent comme leur propre ancêtre. La jeune génération croit qu'ils ont besoin de plus d'argent. Ils coupent leur propre forêt qui appartient à leurs ancêtres. Ils coupent les arbres pour ouvrir les terres agricoles ou les plantations de palmiers à huile. Mais généralement, les Dayaks ne détruisent pas leurs forêts. Ce sont les compagnies d'exploitation forestière qui coupent de plus en plus les arbres. Au bord de la rivière, après plusieurs heures de navigation, les premières exploitations de diamants apparaissent. Elles sont généralement situées près de l'eau pour laver le minerai riche en gemmes. Les conditions de travail sont extrêmement dures dans cet environnement hostile pour l'homme. L'humidité, la boue et une chaleur moite sont le quotidien des mineurs. La tribu des Dayaks a sa propre terre et ils en exploitent les diamants.
Ils travaillent en groupe. Il y a un chef. Un groupe est formé parfois de 10 individus ou plus. Plus le groupe est grand, plus ils ont de chances de trouver des diamants. Une fois qu'ils en ont trouvé, ils les vendent aux acheteurs locaux et ensuite ils partagent le revenu entre tous les membres du groupe. Au plus profond de la forêt, les Dayaks ont découvert des gisements d'une grande richesse en diamants. Les diamants de couleur de Bornéo sont peu connus, mais pourtant ils étaient déjà exploités à l'époque des célèbres mines de Golconde en Inde qui s'épuisèrent au XVIIe siècle. Sans avoir une énorme production, ces mines continuent à produire depuis des siècles des pierres de couleur exceptionnelles. À Bornéo, l'exploitation de ces pierres précieuses se fait dans des gisements que l'on appelle secondaires. En effet, ici, on ne trouve pas les diamants dans leur lieu de formation. Les diamants de couleur se trouvaient emprisonnés au sommet d'anciens volcans, dans la roche, où ils se sont formés. L'érosion créée par les eaux de ruissellement, le vent et autres intempéries a détruit cette roche. Les cristaux ainsi arrachés ont été emmenés vers les vallées dans le lit des rivières. Transportés par le courant, leur densité plus élevée leur a permis d'être bloqués et concentrés en grande quantité dans des trous. Les alluvions, charriées par les fleuves, ont recouvert les diamants, puis les rivières se sont asséchées ou ont été détournées, laissant de riches gisements dans le sol de la jungle de Bornéo. Les femmes nettoient le minerai dans des batés qui sont de grands plateaux de bois. Elles leur permettent, en les faisant tourner dans l'eau, de concentrer en leur centre les minéraux plus denses comme le diamant. C'est ainsi qu'avec une grande agilité et un grand savoir-faire, elles extraient les pierres précieuses recherchées. J'ai 20 ans. Mon grand frère coupe du bois, il n'a pas d'emploi fixe. Il peut autant vendre du bois que faire le taxi-moto. Il fait toutes sortes de travaux. Sa femme reste à la maison, elle est femme au foyer. Et mon petit frère s'appelle Albertus et il est à l'école de Ngebang. Ma mère ne travaille pas, elle est propriétaire des machines. Nous sommes ses employés. Le terrain où l'on cherche les diamants appartient à la famille de ma mère. Malgré l'invasion de Bornéo par les Hollandais qui ont christianisé les Dayaks, ce peuple a gardé très présent ses traditions culturelles et religieuses. La communauté Dayak fait souvent appel aux chamans, qui utilisent la magie. Leurs pouvoirs sont surnaturels et paranormaux. Ils leur permettent d'aider les Dayaks à résoudre une grande partie de leurs problèmes. C'est pour cette raison que Ivit ne manque jamais de prendre conseil auprès d'eux lors de la cérémonie, nommée Baliante. Cette cérémonie n'a lieu qu'une fois par an. Les chamans utilisent une musique très particulière appelée kabawag, qui permet d'attirer l'esprit des ancêtres pour soigner les villageois. Le chaman ramène tout d'abord l'âme du patient dans son corps. Et il en fait sortir le mauvais esprit. Ensuite, il doit trouver la cause de ce dysfonctionnement.
Yvette est inquiète car sa mère est malade. Elle ne trouve que peu de diamants ces derniers temps, pas suffisamment pour faire vivre sa famille et pour payer les soins. Afin de localiser le mal, le chaman utilise un énorme diamant. Posé sur le visage du patient, le cristal sera le médiateur permettant de lire ses problèmes de santé. Puis le chaman examinera le diamant en prononçant des prières pour que la pierre puisse lui révéler les secrets du corps malade. Ce sont les ancêtres qui vont résoudre le problème. Le chaman doit prendre contact avec eux. Il pose un foulard rouge sur sa tête. Le rouge est une couleur importante pour les Dayaks. Elle sera le lien entre le sorcier et les esprits. Lorsque la mort rôde et risque d'emporter une âme, il se balance pour prévenir les esprits qu'ils doivent agir vite. Les Dayaks se transmettent de génération en génération un grand nombre de traditions, dont cette danse nommée Panyu Barak Atak, qui remet en scène un prince et ses courtisanes. Son principal attribut de pouvoir est un kris. C'est un long poignard dont le pommeau était recouvert de diamants très souvent colorés, symbole extrême de puissance pour le souverain. Pour certains, la lame était constituée de 9 aciers provenant de 9 pays différents mélangés à du métal de météorite. Ce mélange était forgé pendant 40 vendredis, puis trempé dans 12 rivières différentes. Ce rituel mystique, associé à la puissance des diamants, conférait au kris un pouvoir suprême et absolu à son détenteur. Je m'appelle Kangjeng Raden, Tukimin Visanjeni Kuno Diningrat. Je vis à la cour du palais. J'ai suivi Sa Majesté là où elle allait pendant longtemps. Il s'agissait du roi Pakubuwono. Le royaume de Surakarta à Diningrat a subi beaucoup d'influence lors de la colonisation hollandaise. La Compagnie des Indes orientales a laissé de lourdes empreintes, que ce soit dans la culture, l'architecture, l'habillement et les bijoux en diamant. Le palais abrite de nombreux vestiges, y compris des bijoux royaux, mais aussi des diamants provenant du Kalimantan, dont les plus beaux étaient taillés en Europe, surtout aux Pays-Bas, en Italie et en Allemagne. Ceux qui proviennent des Pays-Bas étaient utilisés sur les régalias, tels que la couronne du roi. Le palais possède encore de nombreux objets royaux, notamment un kris et d'autres attributs. La plupart de ces régalias sont décorés de diamants colorés, mais également de rubis et de saphirs. Les diamants restent cependant les plus nombreux. Berlian-berlian yang berkualitas, terutama dari Eropa.
Je travaille à la mine de diamants. J'ai arrêté l'école au collège, puis j'ai travaillé dans le diamant. Cela prend une demi-heure à pied pour y aller et un peu moins en bateau. Les alluvions récupérées grâce à des pompes sont envoyées avec de l'eau sur d'énormes tamis. Des barres de bois sont placées perpendiculairement au courant. Elles laissent passer la terre et bloquent toutes les pierres parmi lesquelles se trouvent des diamants. L'eau est arrêtée et le tri peut commencer. Toute ma famille ne travaille pas dans le diamant. Par exemple, il y en a qui sont dans la vente de bois. On se partage les activités. Le travail n'est pas très difficile car il y a les machines. C'est difficile lorsqu'elles sont en panne. On ne peut pas dire que ce soit un travail dur avec des machines qui fonctionnent bien. Itu aja warna jenis warnanya. Warna extra joss. Kayak ada 4 jenis tuh yang sering ketemu. On ne trouve pas souvent des diamants. En une journée de travail, on en trouve 2 ou 3, cela dépend de l'endroit. J'ai même un ami qui en a récemment trouvé 20 au même endroit, tandis qu'à l'endroit où je suis, j'en ai trouvé que 3. Le plus souvent, il y a 4 couleurs de diamants. Les blancs, couleur eau de pluie, les jaunes orangés, les gris et les ambrés, jaune foncé. Le plus gros diamant que j'ai trouvé faisait un peu plus de 4 carats. J'en ai jamais trouvé de plus gros. Je vais généralement vendre les diamants au poste en amont du fleuve. Et à Pontianak, je vais chez les Chinois. Le paiement s'effectue en espèces. Si un jour je trouve une grosse pierre, je chercherai un acheteur qui m'offrira le meilleur prix. Peu importe que ce soit un occidental ou un chinois, c'est le prix qui importe. Je m'appelle Ais Suparto, je viens du district de Ngabang, département de Landak, province de Kalimantan Barat en Indonésie. Je travaille dans le diamant, directement sur les mines. Je viens à la mine 4 fois par semaine, donc 12 fois par mois. J'achète certains diamants qui font 4 carats, parfois 10 carats. Récemment, j'ai acheté un diamant de 17 carats pour 270 millions de roupies. Je l'ai vendu à Jakarta. Je fais ce métier depuis 1976. J'achète souvent des diamants de couleur. On trouve beaucoup de diamants le long du fleuve Landak, entre Ngabang et l'amont du fleuve. Mais on en trouve plus dans la zone de Kuala Bi. Une personne a trouvé un diamant de 44,35 carats en 1995. Did you have a contact in Jakarta? Les grosses pierres, je les fais tailler à Jakarta et je les vends là-bas.
Mon acheteur se trouve dans le quartier de Bromo. Les derniers diamants que j'ai fait tailler ont été achetés par Mr. Edwin. Dernièrement, un diamant rose que j'ai acheté pour 200 millions de roupies, je l'ai vendu 1,2 milliard de roupies à Mr. Lim de Singapour. La jungle de Bornéo porte bien son nom. Rainforest, la forêt de la pluie. Au début des années 1997, de graves troubles ont opposé les Dayaks aux colons musulmans originaires de l'île de Madura, à l'est de Java, et ont fait de nombreux morts. Un millier de kilomètres séparent le Kalimantan de Jakarta, la capitale de l'Indonésie, où se trouve le plus gros marchand de diamants de couleur d'Asie, Mr. Edwin. Jakarta, peuplée de ses 12 millions d'habitants, est une métropole tentaculaire. Mr. Edwin a le quasi-monopole des diamants de couleur du Kalimantan. Ses acheteurs, comme Ais Suparto, sont présents à la sortie de la mine dans tous les lieux d'extraction de diamants et sont les premiers à acheter les pierres exceptionnelles pour son compte. Vous avez de gros diamants à me montrer? Oui. J'ai un rose pâle. Il fait 10 carats 22. Et cette pierre vient du Kalimantan? Elle vient de Kalimantan, de Pontianak. Ils trouvent beaucoup de diamants de couleur dans cet endroit? Les petits, oui. Les plus grands sont très difficiles à trouver aujourd'hui. Jaune intense. Il vient aussi de Pontianak? Oui. Le brut faisait 48 carats. Il est jaune. Jaune, oui. Quel est le prix de celui-ci? Pour un carat, 80 000 $. Quelle est la couleur la plus difficile à trouver? Je pense qu'elles sont toutes difficiles à trouver. Les diamants blancs, c'est facile, mais les diamants de couleur, c'est très très difficile. Parfois, on achète des bruts bleus, ils deviennent après polissage bleu-gris, parfois gris. C'est pareil pour les verts et les verts jaunes. Parfois, le brut est vert-vert-vert. Vous le polissez en retirant une sorte de peau, il devient jaune ou parfois il devient vert-jaune. Et c'est là que l'on perd de l'argent. Beaucoup d'argent. L'acheteur peut perdre énormément d'argent avec des diamants bruts payés très cher, dont la couleur est mal estimée. Taillées, certaines pierres, comme les vertes, les rouges, ont un prix plusieurs centaines de fois supérieur à un diamant blanc à pureté et poids égal.
Vous trouvez des diamants de couleur uniquement dans le Kalimantan? La plupart sont du Kalimantan. Mais de temps en temps, j'ai des offres de vente de la famille royale pour des diamants. Ce sont des pierres récentes ou de vieilles pierres? Ce sont des vieilles pierres de famille. Ils les vendent de temps en temps quand ils ont besoin. On vous propose des pierres synthétiques? Des diamants synthétiques, pas vraiment. Mais une fois, on m'a présenté une pierre irradiée vert bleu. Elle m'a été proposée par un étranger. Ensuite, on l'a fait rechercher et le gars a été renvoyé de la communauté. Vous achetez ces pierres pour vous? J'ai eu une grande commande de diamants bruns. Je cherche aussi des pierres de couleur plus spéciales, rose et bleu intense, pour un des plus grands spécialistes de diamants de couleur à Anvers. Anvers, en Belgique, est un des grands centres mondiaux de négoce du diamant. Peu d'hommes sont spécialisés dans la vente de ces raretés minérales. Moins de 20 diamants rouges sont recensés dans le monde. Le diamant est du carbone pur cristallisé. Généralement transparent et incolore, la nature capricieuse a placé lors de sa formation des éléments parasites. Ainsi, le bore le rendra bleu, la présence d'hydrogène donnera le rose, le rouge ou le violet, l'azote le jaune, le contact dans la nature avec des sels radioactifs d'uranium engendrera le vert. La palette de couleurs sera infinie jusqu'au noir, dans lequel on retrouve des inclusions de carbone graphite. Le brun est souvent dû à des tensions dans le cristal. Mon nom est Arthur Langerman, ça fait 50 ans que je suis dans le diamant. En fait, j'ai commencé dans le diamant parce qu'après-guerre, il ne restait qu'un métier dans lequel on pouvait gagner assez rapidement sa vie, et c'était le métier du diamant. Et donc j'ai commencé d'abord par nettoyer le sol, et puis par chercher les pierres qui tombaient, et puis petit à petit j'ai appris à tailler, à scier, j'ai toutes les facettes en fait de ce métier. Et puis après 10 ans d'apprentissage, je suis devenu indépendant. J'ai pris toutes mes petites économies que j'avais à l'époque et je me suis lancé dans les affaires. Ça veut dire acheter une pierre ici, la tailler et essayer de la revendre pour gagner sa vie. Et j'étais toujours fasciné par ces diamants qui avaient des couleurs autres que blanches et qui avaient toutes ces couleurs suaves. C'était plus beau que les diamants blancs. En tout cas, je trouvais moi que c'était plus beau que les diamants blancs. Et il n'y avait pas un grand monde qui s'y intéressait. Il y a des gens qui rêvent de femmes, de vacances, de sexe, de la lune. Moi, je rêve de diamants. Mes plus beaux rêves, c'est quand je m'endors le soir et je suis en train de tailler une pierre. Je suis en train de rêver ce qu'elle va devenir. J'ai pris une décision qui a été la décision principale de ma vie. J'ai dit, je ne toucherai plus jamais un diamant blanc. Je ne vais mettre ma concentration et mon énergie uniquement dans le diamant de couleur. J'ai fait moi-même une petite charte de différentes couleurs. Je suis arrivé à peu près 350 couleurs différentes. Donc dans la classification, on dirait diamant rouge le premier, diamant bleu le deuxième, diamant rose foncé le troisième, diamant vert, diamant orange, diamant mauve. Puis viennent des jaunes. Puis après ça, il y a des diamants cognac, des diamants olive, et puis il y a toutes les couleurs qu'on a dans l'arc-en-ciel. En fait, le diamant, c'est assez étonnant. On trouve toutes les couleurs qu'il y a dans la nature. On a compté que 1 sur 10 000 diamants blancs est un diamant de couleur. Et donc en 1987, il y a eu une vente chez Christie's où un diamant rouge de 95 centièmes a été vendu pour 880 000 $, plus 15% des frais, donc c'était à peu près $1 million. Ce qui était un prix jamais entendu. Et soudain, le monde s'est réveillé au diamant de couleur et on s'est dit, tiens,
Le diamant de couleur, c'est quelque chose qui a une grande valeur, c'est rare, c'est beau, effectivement, c'est beau, c'est rare, c'est extraordinaire. Et donc, enfin, ça a trouvé de l'intérêt auprès du grand public. Je suis Philippe Serret, je suis expert joaillier. Nous participons à de très nombreuses ventes aux enchères publiques avec le concours des commissaires-priseurs. Pour cette fois-ci, nous vendons un diamant bleu de 6 carats 50. C'est une pierre tout à fait magique, exceptionnelle, comme on en rencontre peu, même dans une vie professionnelle où, comme moi, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de pierres différentes. Il n'en passe que, je dirais, 3, 4 ou voire 5 dans le monde entier par an. Et généralement, ce sont des pierres relativement récentes, alors que celle-ci est une pierre ancienne. Ce qui confère un charme supérieur. Cette pierre était estimée entre 500 000 et 700 000 euros. Adjugée pour 2 430 000 euros. Au final, son acquéreur a donc payé avec les frais 2 793 105 euros. Naturellement, toutes les pierres historiques. Il y a des magnifiques pierres historiques mais qui appartiennent aujourd'hui au Grand Musée. De temps en temps, il y en a un qui sort sur le marché. On a aussi retrouvé maintenant à Paris un diamant assez mystérieux qu'on ne connaît pas très bien, qu'on ne voit presque jamais. C'est le Condé, qui est un diamant rose, qui pourrait avoir une provenance de Golconde ou peut-être même de Bornéo, je ne sais pas, mais qui est un magnifique diamant, paraît-il. Je ne l'ai pas encore vu et j'attends qu'on ouvre les portes du musée pour qu'on m'invite pour que je vienne le voir. Nous sommes ici au château de Chantilly, dont je m'appelle Nicole Garnier. Je suis conservateur en chef du patrimoine, chargée du musée Condé. Et j'ai la chance donc de conserver les collections qui ont été léguées à l'Institut de France par le duc d'Aumale. Alors parmi les plus beaux joyaux que nous a légués le prince au XIXe siècle, se trouve le diamant rose au Grand Condé. Alors ce diamant, qui est assez exceptionnel, à la fois par sa taille, 9 carats 01, et par sa clarté et sa pureté, bien ce diamant, il a une histoire très compliquée et très étrange. On pense, selon la tradition, qu'il est arrivé en France à la fin du XVIIe siècle. Il porte le nom de Grand Condé, ce qui voudrait dire que ce prince, propriétaire de Chantilly au XVIIe siècle, l'a possédé. En 1926, des voleurs s'introduisent et ils vont donc casser un volet, entrer dans le cabinet des gemmes et voler tous les joyaux qui sont là. Et puis, 4 mois plus tard, peu avant Noël 1926, il se passe l'histoire suivante. Alors on se retrouve à Paris, dans un petit hôtel très minable, près de la gare de l'Est. Les voleurs étaient alsaciens. Et la femme de chambre s'inquiète un peu de 2 personnages inquiétants qui vont, qui viennent, qui en parlent toutes les nuits, qui laissent des valises. Elle en parle à la patronne qui dit bon, on va faire l'inventaire des bagages, ils ont déménagé à la Clèche de Bois. Donc on prend la valise. Dans la valise, il y a une pomme. La pomme va tâcher les affaires. Si les personnages n'en viennent pas tout de suite, la femme de chambre prend la pomme, se casse une dent et découvre le diamant rose qui était caché à l'intérieur. J'ai eu dernièrement une commande d'un joaillier. Il avait besoin de plus ou moins 10 000 pierres brunes pour orner l'intérieur d'une voiture. Et la difficulté de cette opération était que chaque diamant devait être calibré au centième de millimètre près. Donc j'ai passé ici 2 mois à faire venir et à fabriquer des diamants bruns de toutes les couleurs et à les calibrer. Donc ça a été une commande très très difficile et en général j'essaye de remplir mes missions quand on m'en donne. Mais là j'ai failli abandonner 10 fois parce que j'ai dû faire appel à la production mondiale pour pouvoir faire cette voiture. Parce que contrairement à ce qu'on devrait faire, à ce que des gens normaux feraient, ils prendraient d'abord leurs diamants et puis ils feraient les trous pour pouvoir les sertir dedans. Les joailliers ont toujours l'habitude, la folle habitude, de faire d'abord les trous et puis de commander les diamants. Je dirige un atelier de haute joaillerie. Nous avons reçu la commande d'une pièce assez exceptionnelle, c'est-à-dire que nous devons construire
une Aston Martin en diamant, c'est-à-dire le tableau de bord et les éléments de porte pour un riche client des Émirats arabes unis. Donc nous avons reçu il y a à peu près 2 mois et demi les pièces directement d'Aston Martin. C'est une Aston Martin DB9 et nous sommes chargés de l'enrichir et de mettre des diamants dessus. Nous avons calculé pour l'instant qu'il y avait à peu près 8300 pierres. Je pense qu'on va devoir trier à peu près dans 40 000 pierres pour trouver la dimension exacte. C'est une pièce qui sera faite en usinage. On ne pourrait pas percer les trous à la main parce qu'on ne va pas avoir une précision assez grande. Donc on étudie tout en CAO, donc conception assistée par ordinateur. Et après nous allons percer à l'aide de machines à commande numérique, qui sont des énormes machines. On va percer des trous et ensuite nous allons fixer les diamants un par un. Il devrait y avoir à peu près 1200-1300 carats de diamants. Pour nous, c'est un bijou qui sort de l'ordinaire, mais il faut absolument avoir la même exigence qu'un bijou. Nous avons dû étudier 52 colles différentes. Nous avons travaillé avec un fabricant de colles pour trouver le bon compromis. Ça demande des contraintes très très spécifiques de température et aussi les vibrations sont évidemment très très importantes. Donc voilà, on a une salle des tortures et on a fait des essais pendant plusieurs mois. Les diamants bruns, couleur cognac, sont calibrés en fonction de leur taille. Mais le travail le plus difficile à effectuer est de choisir chaque pierre en fonction de la nuance de sa couleur. En effet, une harmonie parfaite de teintes doit être obtenue sur des centaines de pierres. Ça a été un véritable exploit, je pense, de finir cette pièce. Et d'ailleurs, si nous avions à en refaire une, il faudrait plusieurs mois juste pour trouver les pierres. On a complètement, comme on dit, asséché le marché. C'est-à-dire que toutes les pierres disponibles ont été achetées pour ce projet. Et d'après notre fournisseur de pierres, il faudrait minimum 6 mois avant de pouvoir réunir autant de pierres pour pouvoir faire une deuxième voiture. Donc j'espère que notre client ne la vendra pas tout de suite, parce qu'on serait dans l'embarras. Le joaillier Cyril Motte, au-delà de ses rêves les plus fous, a su associer dans une précieuse alchimie le savoir-faire de la joaillerie française à ses créations inventives. Subtil mélange entre un monstre mécanique et la délicatesse d'une pierre précieuse. Cette voiture est un joyau unique au monde. Tels les grands diamants et les bijoux d'exception inaccessibles au commun des mortels, elle voyage hors du temps et de la raison humaine.
En laissant les diamants partir de la forêt de Bornéo, les chamans Dayak n'ont-ils pas voulu soigner notre monde futile et désincarné?